Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Christine, bonsoir Talisman, Nelly. J'ai pas vu tout le monde passer. Je suis ravie de vous retrouver et ce soir, je suis d'autant plus fière et ravie d'avoir enfin Étienne Chouard avec nous, que je n'ai plus présenté, je pense. Bonsoir Sam Léo, merci d'être là encore, de faire la modération. Bonsoir Étienne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était il y a 15 jours, mais c'est un Étienne fatigué que nous retrouvons ce soir puisque tu étais chez nos amis et confrères Nexus pour faire un atelier constituant et ce qu'on va faire aussi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, Halte aux cadences infernales, mais non, c'est bien. ouais, c'est ça. Et je te remercie parce que ça fait un moment que tu fais ça, 20 ans, je crois, Oui. que tu fais tout ça, que tu te déplaces aussi. Alors évidemment, en plus, on est à côté, mais comme j'ai pas de studio, on le fait comme ça, de cette manière. Mais effectivement, les ateliers constituants, personnellement, j'en fais aussi parce que je t'avais dit au téléphone aussi que je travaille dans un centre social, donc j'en fais déjà. Et je trouvais intéressant qu'on puisse proposer au public, à notre public, qu'on le fasse comme ça aussi en direct avec tout le monde là qui peut poser des questions, qui peut aussi participer. Et le thème que je t'avais proposé, c'était trouver une cause commune déjà qui me semblait importante, c'était la justice et comment la rendre, comment pouvoir faire en sorte qu'on l'inscrive dans notre constitution, qui serait écrite par nous, pour nous, et qui serait vérifiée et vérifiable par nous tous et toutes. Et comment faire en sorte de justement d'être plus égalitaire, plus équitable. Comment garantir ces principes-là. Tu m'avais dit au téléphone que trouver la cause commune, c'était ça l'important aussi, de pouvoir faire se lever les personnes ensemble, et ce qu'on avait vu aussi à l'UR quand on s'est vu à Castres, et de définir déjà, parce que quand je te parlais de justice, moi c'était ce qui m'était venu en premier, de justice équitable, tu m'avais dit il va falloir qu'on définisse aussi ces mots-là. Alors comment tu veux qu'on introduise tout ça, parce que j'ai noté quelques trucs sur le document. J'ai quelques remarques préliminaires à faire. C'est assez formidable que vous fassiez que vous intégriez dans votre grille une réflexion constituante. Pour moi, ce qu'on appelle les journalistes alternatifs, qui ne sont pas le mainstream, qui sont des petits journalistes, des petits médias, vous faites un boulot essentiel en fait. Vous êtes que j'appelle parce qu'on les appelait comme ça pendant la Révolution française, des sentinelles du peuple. Et c'est important que vous soyez indépendants, multiples, variés, et pas appropriés, pas achetés par un riche, une personne physique ou morale riche. Et ce que je dis depuis quelques jours, l'idée me vient depuis peut-être 15 jours. C'est une idée assez forte, c'est que je suis en train de réaliser que tous ces gens que j'aime beaucoup, vraiment les médias alternatifs, là, sont vraiment... Je sens bien que c'est des résistants valeureux, bien intentionnés, et qui essayent de rétablir ce que font si mal les médias mainstream, mais je le dis sans aucune malveillance, mais en les singeant un peu. C'est-à-dire que ce que font aujourd'hui, pour l'instant, mais j'espère que ça va changer. Ce que font les médias alternatifs aujourd'hui, c'est un travail très important de correction des mensonges de ce qui est dit du côté des médias mainstream, et vous les rétablissez en vérité. Vous dénoncez les mensonges du mainstream et vous affirmez et prouvez la vérité. C'est bien, évidemment. Mais comprenez-moi, on reste sur le législatif. C'est-à-dire quand vous restez sur les mêmes sujets, c'est ça que je veux dire quand je dis que vous les singez, c'est-à-dire que vous faites la même chose, c'est pas la même chose parce que vous dites la vérité, mais on reste en prison. Et ces discussions législatives, les discussions sur toutes les lois scélérates qui passent les unes après les autres, elles sont inutiles parce qu'on en a bien assez. On n'a pas besoin de preuves supplémentaires que ce sont des traîtres et des scélérats. Et surtout, même si on en avait peu et que ça y est, on a la démonstration que c'est des scélérats, on est tous dans une prison politique.
vous aussi d'ailleurs, et même au Parlement, les minorités, les élus minoritaires sont dans la même prison, ils sont exactement aussi impuissants que ils sont mieux payés, ils sont mieux traités socialement, on les fait passer à la télé, on leur pose des questions, on les présente en référence, mais ils ne décident de rien. Les parlementaires minoritaires ne décident rien, comme nous. Donc on est tous en tôle, hein, et nos discussions sur ce qu'il faudrait faire si on n'était pas en tôle, elles ne servent à rien, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, peut-être elles servent à nous réveiller, à dire, on est en prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais précisément, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble que notre cause commune, c'est ça. C'est le fait que nous soyons des prisonniers politiques et que nous sommes les seuls à pouvoir en sortir. On est les seuls à pouvoir instituer nous-mêmes notre puissance politique, c'est-à-dire sortir de la prison. Et pour l'instant, personne n'en parle, même chez les nôtres, même chez nos médias, même chez les médias qui défendent le peuple. Vous vous appelez ADP, c'est bien une association pour le peuple. Et donc il s'agit bien, je suis sûr, je vous fais confiance, je sais bien que vous cherchez à aider le peuple à se sortir du pétrin. Donc, dans votre grille, je ne vous dis pas de tout changer, évidemment, hein, je vous dis juste, vous devriez, ça fait partie de votre responsabilité. À mon avis, tout ça n'aura lieu, l'émancipation n'aura lieu que si vous vous transformez, vous, d'abord, avant les autres, pour donner l'exemple. Donner le spectacle, comme on va faire ce soir, de citoyens qui sont en train de réfléchir à autre chose que le mainstream, les lois scélérates qu'on voit tous les jours, et que vous réfléchissiez à l'institution de votre puissance. Et ce que j'ai fait tout à l'heure avec Marc, je vais le faire avec toi, Lise, et c'est bien, c'est donner l'exemple de ce que nous devrions tous faire. On devrait tous réserver une place dans chacune de nos journées pour une réflexion sur les règles de notre représentation, en se mettant au-dessus du niveau législatif, en se mettant au niveau constituant, non pas à dire c'est cette loi-là qu'il nous faut, cette loi-là qu'il nous faut, non, non. Il faut que nous décidions comment décider. Qui décide, sous quel contrôle populaire, qui rend la justice, qui décide des impôts, qui collecte les impôts, qui compte les résultats des élections, qui organise les élections, qui compte les résultats, qui organise les référendums, qui compte les résultats, qui contrôle l'exécution de la Constitution, donc de toutes ces règles. Où est le peuple là-dedans? Quel est le rôle du peuple dans le fonctionnement de sa machine représentative? Tout ça, c'est des énormes sujets passionnants, pas très compliqués. Ils sont peut-être compliqués au début, enfin compliqués, ils sont inattendus, vous n'avez pas l'habitude, parce que l'école républicaine, précisément, puisque l'école républicaine, elle est l'école de notre soumission. Elle nous apprend que la démocratie, c'est l'élection. Ils ne le font pas exprès, hein, moi-même je l'ai enseigné, hein, avant de comprendre, de réaliser, vers 50 ans, quoi, hein, que la démocratie, c'était pas l'élection, que l'élection est par construction anti-démocratique. C'est pas qu'elle est pas démocratique, c'est beaucoup plus grave que ça. L'élection est une procédure qui sert à tenir le peuple à l'écart de toute décision politique. Ça sert à ça, ça a été voulu pour ça, et ça fait bien le job. Avec l'élection, c'est carré. Le peuple ne décide rien. Il décide, c'est même pas qu'il décide, il choisit parmi des candidats qu'il n'a pas choisis, c'est-à-dire que c'est un faux choix, quoi. On choisit entre crapule A, crapule B, crapule C, ou valeureux 1, valeureux 2, valeureux 3, mais qui n'ont aucune chance, parce qu'ils ne sont pas montrés par les médias. Donc, c'est perdu, quoi. C'est perdu, vous faites ce que vous voulez. Moi je vote, hein, pour ces petits candidats. Enfin, je vote. Oui, je donne ma voix à ces petits candidats. Je sais bien qu'ils ne seront jamais élus, mais je préfère ça que m'abstenir parce que ça les aide. Et je sais bien que les petits sont valeureux. Mais tout le système de domination parlementaire est construit pour que ces gens-là, les valeureux, soient jamais majoritaires. Ils sont un alibi du système de domination parlementaire. Donc, le fait que les médias, nos médias, les amis du peuple, donc les petits médias alternatifs, comme Tocsin, comme la chaîne d'Idriss Aberkane, ou la chaîne d'Alexis Poulain, ou François, enfin, il y en a quelques-uns, il y en a peut-être une vingtaine. Ne m'en veuillez pas si je vous oublie, il y en a quand même trop pour que je les sache
comme ça, à la volée. Mais bon, je vais progresser quand même, parce que je m'en veux de ne pas être capable de citer le Sacer francophone ou l'Esprit critique ou les gens que j'aime bien lire au quotidien. Il faudrait que j'ai en tête la liste complète. Il y a TVADP, il y a Agora TV, je crois, qui n'est pas la même chose. Bon, il y en a une série, une vingtaine, vous les connaissez sans doute. Et ces gens-là, ils vont énormément nous aider à nous émanciper. Ça fait partie de leur boulot, je crois. Ça fait partie de votre responsabilité, en donnant l'exemple constituant. En plus de ce que vous faites, en plus de la remise à l'endroit des mensonges mainstream en vérité, pour édifier et éclairer l'opinion, je pense que ça, votre responsabilité, ça m'est apparu récemment. Nous avons besoin de vous, les démocrates. Nous, les démocrates, nous avons besoin de nos vrais sentinelles, qui sont ce qu'on appelle les petits médias, mais qui grandissent. Hein. Nous avons besoin de vous pour semer plus de graines plus vite. Parce que vraiment, ça urge. Alors, sur l'exemple de ce soir, donc sur la cause commune, je pense que c'est notre impuissance politique et le fait qu'on s'en sortira tout seul. Donc, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation aux élus. Enfin, ce serait paradoxal de vouloir être les souverains et d'attendre que l'autorisation vienne de quelqu'un. Le souverain, c'est celui qui décide. Ça n'a rien à voir avec la royauté. Hein. J'ai appris la semaine dernière que plein de gens se détournaient de l'idée de souveraineté parce qu'ils pensaient que ça voulait dire royauté. Mais c'est pas, ça va pas, c'est pas du tout ça. Les démocrates, donc ceux qui sont contre la monarchie, bien sûr, et toutes les formes de domination, les démocrates comptent sur la souveraineté populaire. La démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple exerce lui-même la souveraineté. Le peuple est législateur. C'est un mot magnifique, la souveraineté. Et c'est très important d'y réfléchir et de savoir comment on va l'instituer, comment on va contrôler qu'on ne la perd pas, comment on va contrôler que les représentants ne se la rushent pas. Donc, le fait que les médias nous aident à nous émanciper en donnant l'exemple de nos réflexions constituantes, je crois qu'il va se passer quelque chose d'important dans la progression de l'idée. Pendant que j'y pense, et avant qu'on parle de notre sujet ce soir qui va être la justice, et je vous dirai ce que ça a de particulier pour moi, il vient d'apparaître dans notre environnement, notre écosystème de résistants à la domination, au système d'exploitation parlementaire. Il vient d'apparaître un outil nouveau dont je veux vous parler, je ne veux pas l'oublier. Il sert à compter les constituants. Et ce n'est pas un détail, en fait, de savoir qu'on n'est pas que 2 ou 3 000, qu'on n'est pas 20 000, qu'on est des centaines de milliers déjà. Et ça va nous donner beaucoup de force, beaucoup de courage, en fait, de savoir qu'on est en train de devenir des millions. Ça y est, on le voit, en fait, tous les jours, on devient des millions. Ça va nous donner du courage et des idées et de l'énergie, de la volonté. Et le site du compteur à constituants, c'est assez, donc c'est assez, ça résume bien la situation, c'est assez. Le site s'appelle, avec un nom que je trouve magnifique, il s'appelle comptesurmoi.org. Et c'est vrai que quand on dit aux autres, je suis constituant maintenant, moi j'ai compris, ça y est, j'ai compris qu'il faut qu'on écrive nous la Constitution. J'ai compris qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante, qu'à chaque fois qu'on laissera les élus écrire la Constitution ou la modifier, ça va mal se passer pour nous. J'ai compris ça, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante, il nous faut un processus constituant populaire, permanent. Mais un processus constituant populaire. Il ne faut plus que ce soit un processus constituant oligarchique. Une fois que vous avez compris ça, et que vous allez signer en donnant, je crois qu'il faut que vous donniez votre mail. Nom, prénom, mail, adresse éventuellement. Et un code postal, vous n'êtes pas obligé. Ouais. Juste pour petite information, j'ai réessayé tout à l'heure, parce que je l'avais déjà fait, et partout, il y a tellement de demandes en fait qu'on ne peut plus y accéder pour l'instant, mais voilà, vous pouvez réessayer. C'est très, très positif. Vous pouvez aider les gens qui ont organisé ça, comme vous pouvez aider de toute façon, il y a une
une vingtaine peut-être d'organisations démocratiques dans le pays, peut-être même pas tant, une grosse dizaine, d'associations, de mouvements, de militants très actifs qui ont besoin d'aide en fait, hein, ils ont besoin d'argent. Donc en fait, pour accepter des dizaines de milliers de signatures sur le compteur, il faudrait mettre de l'argent dans le serveur, dans le service qui est rendu, pour être capable de renvoyer. Quand vous signez, on vous renvoie un mail pour que vous l'authentifiez, qu'il n'y ait pas eu d'erreur de mail ou qu'il n'y ait pas deux fois le même mail. Et donc, il faut qu'on puisse vous envoyer un mail, mais envoyer un mail, si on veut en envoyer 10 000, ça coûte de l'argent, quoi. Donc, en fait, vous pouvez aider l'ensemble du mouvement démocratique sur ce point-là, mais sur plein d'autres points, en fait, hein. Les démocrates ont besoin d'argent. Vous en savez quelque chose, hein. En fait, on n'a pas les moyens de semer autant de graines qu'il faudrait pour que ça aille vite. Et donc, vous pouvez, en plus des actions ou à la place des actions, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, dans un maillage territorial où il y aurait des citoyens constituants un peu partout dans le pays, pour instituer nous-mêmes la démocratie qu'on veut, vous pouvez donner un peu d'argent. Il suffit d'en donner très peu, hein. Si vous donnez 1 euro, c'est pas beaucoup 1 euro. Si vous donnez 1 euro, mais chaque mois, ça s'appelle un don récurrent, oui, qui revient chaque mois. Ça donne beaucoup de visibilité au groupe que vous aidez, au groupe au pluriel, parce que vous pouvez, si vous décidez que dans chaque mois, vous allez donner 10 euros aux démocrates, si vous donnez 10 euros à 10, 1 euro à chaque groupe ou 2 euros à chacun des 5 groupes que vous voulez aider, c'est beaucoup, beaucoup plus aidant pour eux que un truc ponctuel, un gros don, 50 ou 100 euros, mais qui ne se reproduit plus et qui font que les militants, en fait, sont toujours à se demander est-ce qu'on va avoir l'argent, alors que quand c'est régulier, ça donne vraiment de la force. Vraiment. Et pour vous, c'est pas grand-chose. Si vous donnez 10 euros par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est très, très, très important. En fait, c'est super important que les mouvements démocrates aient de l'aide. Et donc là, pour l'instant, les compteurs à constituants, on n'a pas les sous pour avoir le serveur et l'autorisation du service de mail suffisant pour répondre à tout le monde. Quand il y en a beaucoup, on est débordé. C'est pas moi qui m'en occupe du tout, mais ils me le disent, quoi. Et donc en fait, il faut attendre un peu parce que ça va être validé un peu plus tard, quoi. Peut-être le lendemain, sur le lendemain, peut-être je sais pas combien de temps ça met suivant l'afflux. Ouais. Il y a aussi le mouvement constituant populaire. Eric, je ne sais pas s'il a vu mon message aussi de le montrer à l'écran. Mouvement-constituant-populaire.fr. Ouais, Mouvement j'avais mis constituant le populaire. lien. Ça, c'est vraiment c'est une plaque tournante, quoi. Enfin, pour moi, ma plaque tournante, c'est choix.org. Mais sur choix.org/agir, vous allez trouver le mouvement constituant populaire, le Discord constituant, Label RIC, Culture RIC, tous les outils qui servent à travailler sur le référendum d'initiative citoyenne. Donc vous allez trouver, voilà, le MCP, c'est vraiment un mouvement remarquable, hein. Ce serait bien que vous les aidiez en travaillant avec eux. Oui, vous allez voir, il y a une carte qui est comment ils appellent ça, un maillage territorial. Et ce maillage territorial visualise le fait qu'on est de plus en plus nombreux. Et si là où vous êtes, il n'y en a pas, c'est génial. Ça veut dire que vous, en créant, en vous identifiant là, sur ce maillage, en disant, ben, là, il n'y en a pas, ben, moi, maintenant, j'y suis. C'est un aimant de plus vers des gens qui se sentent seuls et qui ont besoin d'être à 2 ou 3 ou plus. Mais il suffit d'être à 2 ou 3 pour se donner beaucoup de force, en fait, hein. Et donc, si vous créez un nouveau point là où vous êtes, vous allez voir s'il y a des gens qui sont tout prêts, qui attendaient que ça, qui vont vous rejoindre. Et vous allez voir l'activité intellectuelle constituante, elle est enthousiasmante, elle est excitante, c'est très agréable en fait, c'est jouissif de réfléchir aux règles de la représentation. Enfin, on fait de la politique en adulte, vous allez voir. Alors, il y a quelques vidéos où je défends le mouvement. C'est pas moi du tout qui m'en occupe, hein, c'est pas moi qui l'ai créé. Je suis même pas sûr que j'en fasse partie, mais c'est clairement c'est des idées de citoyens constituants qui sont en train de germer là, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est très émouvant de les voir. Merci Eric, merci. Je rappelle aussi Je les aide. ton site aussi, Étienne. Il y a Si Eric veut bien le montrer. choix.org/agir. Il y a choix.org/agir où il y a plein d'initiatives démocratiques
que vous devriez connaître et que vous pouvez découvrir et aider si ça vous plaît. Et puis, il y a un truc qu'on va peut-être utiliser tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut le faire, peut-être que moi je pourrais le faire et puis je partagerai mon écran. Je ne sais pas si j'ai la latitude de le faire, il me semble que oui. Ça s'appelle choir.org/GPT. Et en fait, c'est une intelligence artificielle dédiée à l'activité constituante et qui a été créée par Léo, Mira et quelques autres, et qui ont en fait créé ce qui s'appelle un agent constituant. Un agent, en fait, pour une intelligence artificielle, c'est un objet qui se base sur l'intelligence artificielle, mais à qui on a donné de l'information supplémentaire. On lui a donné des constitutions d'origine citoyenne, on lui a donné un mode opératoire, des process, des processus d'aide à la décision, on lui a donné des patterns, des modèles. Et en fait, le chat GPT constituant, auquel on accède par choir.org/GPT, peut-être vous pouvez le montrer. En fait, c'est une intelligence artificielle étonnante. Elle va vous aider si vous vous sentez seul, vous êtes seul à travailler. Vous allez voir, c'est un interlocuteur vraiment très utile. On l'utilisera tout à l'heure. Peut-être je vais le faire moi de mon côté, comme ça je pourrais partager l'écran. Ah ben Eric le montre là à l'instant. Très bien. J'ai noté aussi dans les commentaires choir.org/GPT. GPT, voilà. Et cette fenêtre-là, je la partagerai. Voilà. Cette fenêtre-là, je la partagerai. Je ne sais pas si tu peux partager, toi. Je ne sais pas si je peux partager, moi. Voilà. Mais peut-être ce sera toi. Peut-être, tu vois, quand c'est toi qui le fais tout à l'heure. Je t'entends plus. Je t'entends plus. C'est peut-être parce que ChatGPT est en route. Non, je disais, je ne peux pas partager moi le chat GPT, mais le document que je t'avais envoyé pour qu'on puisse travailler directement dessus. Comme Attends, ça, est-ce que tu vois ça ou pas? Non, je vois rien là. Je Tu vois pense qu'il pas? y a qu'Eric qui peut partager, ouais, je pense. Moi, je peux pas non plus. Ouais, mais là, nous, on peut rien faire si c'est Eric qui partage. Comme ça, c'est au moins pour information, vous le savez, vous pouvez vous entraîner là-dessus, effectivement. Et nous, on va travailler, Étienne, si tu es d'accord, sur le document, le Google Doc que je t'avais envoyé. Si Eric veut bien le partager, comme ça, en fait, ce qu'on va faire comme exercice, c'est travailler ce soir sur le sujet justement de la justice. Et tu avais des choses à dire pour introduire, Étienne. Eric va partager le document et on va pouvoir écrire avec Étienne en direct. Et Eric affichera aussi vos commentaires, vos questions éventuelles, vos ajouts, avec plaisir. J'avais noté quelques trucs, Étienne, quand on s'est parlé au téléphone. Je vais noter tes idées sur la justice. On va parler de la justice, des juges, c'est ça? Oui. J'avais donc, comme tu m'avais dit aussi, en trouver une cause commune, je m'étais posé la question, moi, de me dire, bah, en fait, si nous ne sommes plus si nous partons du postulat commun, en tout cas, que nous ne sommes pas en état de droit, que nous ne sommes pas en démocratie, de fait, si on admet ça, si on part de ce postulat-là, de fait, nous sommes incapables de faire appliquer la justice et la rendre de manière correcte et égale pour tous. Alors, c'était ce sur quoi j'aurais aimé qu'on va discuter ce soir et réfléchir, parce que tu m'avais dit aussi, il va falloir qu'on définisse effectivement les termes pour qu'on ait déjà les mêmes définitions derrière les mêmes mots. C'est-à-dire que si on parle de justice équitable, qu'est-ce qu'on met derrière? Et aussi, forcément penser à qui rend la justice, comment ces gens sont sélectionnés, comment les contrôlons-nous, en cas de dysfonctionnement ou de ce qu'on estime injuste, comment on contrôle ça et quelles sont les peines, les sanctions, je dirais même, par rapport à ça. Donc c'était ça l'idée de ce soir qu'on avait évoqué ensemble. J'ai noté qu'est-ce qui est juste, qui rend la justice, quels sont les délits, les peines. Ouais, puis après peut-être le mandat aussi, justement, combien de temps ça dure, comment sont sélectionnées ces personnes? Alors, ce qui est
particulier pour moi dans cet exercice-là que je fais avec toi, c'est que contrairement à ce que je fais d'habitude, je suis dans un terrain où j'ai pas, j'ai pas ma proposition d'article. Je sais que dans mon chantier de constitution, et je pense que vous devriez tous avoir un chantier de constitution, vous devriez tous avoir votre projet constituant. Moi, le mien, il ressemble à... toujours pas loin, hein. Tiens, je suis pas loin, mais en fait, j'ai tellement de bins que ça y est, voilà. Oui, c'est un document A4 et il y a une trentaine de pages. Et donc, c'est organisé. Il y a des pages rédigées parce que c'est un sommaire qui est en tête. Pas un sommaire, pardon, un lexique. Donc, j'explique les mots. Et puis ensuite, c'est en colonne où j'ai les articles d'un côté et les commentaires de l'autre. Et en fait, on devrait tous savoir, alors ça peut être moins volumineux que ça peut être juste un bloc-notes, hein. On devrait tous avoir un chantier constituant avec nous dans la poche. Très léger, ça peut être 2-3 feuilles, et puis juste un petit crayon tout petit, juste pour noter nos idées quand elles nous viennent. Bon, ça peut être sur notre téléphone, mais c'est bien que ce soit sur papier quand même, parce que... bon, en tout cas, bon, faut être comme vous voulez. Mais le jour où il n'y aura plus d'Internet, si on a désappris à écrire, ça va nous manquer quand même, hein. Donc peut-être ça vous entraîne à écrire, c'est pas si mal. Donc je peux pas vous donner, je vais être plus comme vous au départ, parce que j'ai pas, dans mon chantier, je sais que j'ai une lacune, j'ai pas encore réglé le problème des juges. Et donc je me lance là-dedans, et si tu veux, ça me fait pas peur, parce que moi, ce que je cherche à faire, c'est pas obtenir ce soir un modèle parfait. Je voudrais juste montrer l'exemple de deux citoyens de bonne foi, toi et moi, qui, au lieu de parler des couillonnades qu'on entend décrites et rabâchées à la télé sur les chaînes d'infos, soi-disant, qui sont un robinet à mensonges et qui nous distraient de l'essentiel, qui ne parlent pas du tout de l'évasion de la prison, en fait, on va réfléchir à l'évasion. Donc, on va réfléchir à la Constitution qui va instituer notre pouvoir. Et cette réflexion, on va la prendre au tout début, puisque moi, je peux partir de rien, puisque j'ai pas, dans mon chantier, j'ai quelques idées sur la justice, mais je ne l'ai pas encore rédigée. Alors, toi, tu me dis, qu'est-ce qui est juste? C'est un vrai fichu sujet, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter ça dans une Constitution. Peut-être que tu as une idée pour le dire, il va falloir le dire plus précisément. Ce qu'on va mettre dans la Constitution, il faut que tu te mettes à la place de tous ceux qui font partie du pays, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, les abstentionnistes, les enfants qui ne sont pas encore majeurs mais qui vont devenir grands. Il faut se mettre à la place de tous ces gens-là. Il faut que ce soit acceptable. Ce que tu vas écrire, il faut que ce soit acceptable par tout le monde. Il va y avoir des... Non, je ne garde pas l'euro. Non, l'euro, il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais il faut d'abord qu'on devienne souverain. Vous ne pourrez pas vous débarrasser du mur d'enceinte de la prison européenne sans vous débarrasser en même temps de la prison nationale de la Constitution de 58. Il faut que nous devenions souverains. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense en souverain, il faut qu'on arrête d'adorer l'élection. Ça, vraiment, il faut arrêter. Il faut apprivoiser, découvrir, apprivoiser, aimer et défendre le tirage au sort. Il faut penser en souverain, et le tirage au sort va nous protéger contre les voleurs de pouvoir. On ne va pas parler de ça maintenant, mais c'est... Et puis, il faut agir en souverain. Donc, il faut organiser des ateliers constituants comme ce qu'on fait là, tout le temps. Là, vous avez vu, j'en fais deux de suite. Enfin, il faut en faire tout le temps. Et je donne l'exemple, on en fait tout le temps. Et ça va faire qu'on va être de plus en plus nombreux. Et quand on sera très, très nombreux, la police en fera partie. Elle se sera mise à en faire aussi. Les policiers se seront mis à en faire aussi. Et en fait, à ce moment-là, ils ne nous tireront plus dessus parce qu'ils sentent que ça y est, c'est toute la population qui veut, ou quasiment, enfin, c'est plein de monde qui veut être constituant. Donc, quand le pouvoir va appeler à nous tirer dessus, la police va dire non, on ne tire pas sur là, il y a des mamans, il y a des vieillards, non, on ne va pas le faire, puis ils sont trop nombreux, ça ne va pas. Donc, mais il faut qu'on se prépare à cette situation d'insurrection légitime,
ou en fait qui ne sera pas violente parce que la police va comprendre que c'est légitime, on est tellement nombreux que... Et en fait, il faut euh, qu'on s'entraîne. Et Et qu'on prévoit l'après aussi, en parallèle, effectivement. Absolument, voilà. Et que les constituants du moment de la Révolution aient pas tout à écrire. En fait, il y aura déjà plusieurs constitutions. Bah, elles vont se ressembler, en fait. Hein. Vous allez voir, il y aura des différences. Il y en a peut-être qui seront fédérales, d'autres confédérales. Il y en a qui seront peut-être centralisées. Mais en fait, en gros, il va y avoir un pouvoir populaire avec, qui va dominer les représentants. Les représentants ne seront plus les maîtres. Ce ne seront plus les représentants qui voteront les lois, à mon avis. Enfin, je ne sais pas encore si on arrivera là, mais à mon avis, si on veut une démocratie, ça veut dire que les citoyens sont les législateurs. On a besoin de représentants hein, qui vont nous préparer les lois, mais ce n'est pas eux qui les votent. C'est un gros boulot de les préparer. Ça, c'est important. Hein. Ils vont nous les préparer, ils vont nous les préparer, ensuite ils vont voter entre eux, donc ils peuvent être très bien tirés au sort pour faire ça. Hein. On peut les élire avec un meilleur système d'élection que le système actuel, mais ce n'est pas eux qui les votent. Et ensuite, ils nous les présentent. Ils nous présentent ceux qui sont pour la loi viennent nous dire. Attends, viens te mettre là, toi. Ceux qui sont pour la loi viennent nous dire pourquoi cette loi est bonne, à leur avis. Ceux qui n'étaient pas d'accord viennent nous dire pourquoi cette loi est mauvaise, pourquoi elle est dangereuse. On les écoute. Ensuite, on les voit se disputer, échanger leurs arguments et pas être d'accord. Et petit à petit, notre niveau monte. Et à la fin, c'est nous qui votons. Donc, il faut qu'on prévoie ça avant. Et je disais, il faut agir en souverain. Agir en souverain, c'est se préparer à écrire nous-mêmes les règles de la Constitution. Il ne faudra pas élire l'Assemblée constituante. Si vous allez sur le compteur pour dire « je suis constituant », ça y est, moi, ça y est, j'ai muté, je sais que c'est ça qu'il nous faut, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Compte sur moi, je vais refuser d'élire l'Assemblée constituante. Parce que si vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, c'est que vous n'avez pas compris la malfaisance de l'élection et qu'en fait, vous n'êtes pas encore constituant. Parce que si on accepte d'élire, on va arriver sur l'impartialité des juges, si on accepte d'élire l'Assemblée constituante, tout est foutu. On fait tout ça pour rien, là, on perd son temps. Si c'est pour élire l'Assemblée constituante, laissez tomber. Enfin, moi, je vais retourner aller voler, faire du parapente, c'est pas la peine de se battre parce que tout se joue là. C'est au moment où vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante que ce sont les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, ils écrivent leur puissance et votre impuissance, et c'est reparti, le capitalisme continue, quoi, hein. Les plus riches continuent à être les législateurs. Donc, compte sur moi.org, ça veut dire je suis prêt à ne plus élire. Et là, ensuite, agir en souverain, ça veut dire faire des ateliers comme on va faire ce soir, et ça veut dire aussi, par exemple, organiser des RIC sauvages, des RIC libres, des RIC où on ne demande pas l'autorisation au souverain. L'actuel souverain, c'est les parlementaires, hein. Et en fait, l'actuel souverain, c'est c'est les quelques familles qui payent les campagnes électorales de la majorité qui a gagné. Donc ça, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les plus riches, c'est les grands marchands, ce qu'on appelle les multinationales, et in fine, les grands marchands d'argent. Donc les grandes banques à qui appartiennent toutes les multinationales. Et donc c'est eux, en fait, qui font élire ceux qui nous dirigent et qui sont leurs donneurs d'ordre. En fait, c'est eux les souverains. Mais c'est l'élection qui leur ouvre un boulevard. Et c'est là que je dis qu'on est complètement fou d'adorer cette procédure. Hein. Il faut, mais c'est un autre sujet de parler du tirage au sort. Donc, alors, pour revenir à ce que tu disais, j'ai noté agir en souverain, compte sur moi.org, organiser des RIC sauvages. Et déjà, tu m'as dit au tout début, parce que je te demandais, on en avait parlé au téléphone aussi, de se dire qu'il faudrait peut-être un lexique, effectivement, pour définir derrière, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, par exemple, justice, qu'est-ce qu'on met derrière. Et tu m'as dit automatiquement, c'est ce que j'ai noté, si Eric veut bien partager le document, se mettre à la place de tous ceux qui constituent notre pays. Et que ce texte soit accepté par tout le monde. Là, après, j'ai noté aussi une question. Je ne parle pas de la justice, je parle de la Constitution. Quand je dis quand vous écrivez des articles de Constitution, il faut que vous vous mettiez, non pas de votre côté, si vous êtes de gauche, habituellement, il ne faut pas penser comme quelqu'un de gauche, et peu importe la façon dont les gens de droite vont le prendre, il ne faut pas penser comme quelqu'un de droite, et peu importe ce que vont penser les gens de gauche, il faut que vous fassiez un effort de je sais qu'on n'est pas d'accord, je ne dis pas qu'on est d'accord, hein, je ne dis pas qu'on n'a pas de conflit, on a plein de conflits, ça va.
ça va pas être simple d'écrire les lois entre nous parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes intérêts. Mais pour ce qui est de la souveraineté, on a une cause commune qui est notre impuissance, ça suffit, quoi. Donc, si on veut écrire des règles de la représentation qui nous concernent tous, il faut qu'on se hisse au-dessus de nos querelles législatives, ou de la lutte des classes, si vous voulez. Alors, probablement, on ne respectera pas les ultra-riches. Bon, les ultra-riches, ils ne feront pas partie du contrat social, il va falloir qu'ils deviennent moins riches, ces gens-là. C'est certain. C'est impossible autrement. Mais c'est très peu de gens, ça, c'est quelques centaines de personnes, c'est rien du tout. Donc, sur les définitions, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Il y a des définitions qui sont difficiles. Quand tu me parles de la justice, il faudrait que... peut-être on peut demander à ChatGPT de nous donner les références courantes de la justice, voir si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas tellement ces concepts-là, moi, qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est qui va être juge? Est-ce que c'est des professionnels de la justice ou est-ce que c'est des amateurs? Et je vais vous rappeler qu'en France, on a les deux systèmes. On a, pour les contraventions et les délits, c'est-à-dire les comportements les moins graves, on a des tribunaux professionnels. C'est des juges professionnels qui jugent seuls, quelquefois à 2 ou 3, mais le peuple est absent. Et nous sommes jugés par des gens qui ne sont pas les mêmes que nous. C'est des gens qui, toute leur vie, ils vont être juges, toute leur vie, ils vont être au-dessus de nous, comme en surplomb. Alors, oui, ils sont compétents, mais ce n'est pas du tout garanti qu'ils soient justes. Alors, il y a quelques rouages qui semblent conduire à une forme de justice. C'est le fait qu'il n'y ait pas un seul degré de juridiction, mais il y en a deux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire appel et on peut demander à d'autres juges de statuer, de donner leur avis sur la même affaire. Et puis, si on a l'impression que les deux, l'un ou l'autre, en fait, ont mal appliqué le droit, à ce moment-là, on peut faire appel à... Ce n'est pas un 3e degré de juridiction, c'est ce qu'on appelle la Cour de cassation qui peut renvoyer devant un 3e juge si jamais le droit n'a pas été correctement appliqué. Mais c'est très insuffisant pour rendre la justice, ça, parce qu'il manque le contrôle des juges. Il manque le contrôle des juges. Pour l'instant, ce sont des juges qui jugent les juges, comme ce sont des policiers qui jugent la police. Comme ce sont des parlementaires qui protègent les parlementaires en les empêchant, en les tenant à l'abri de la justice. Alors, moi, je viens dans la réflexion sur les juges avec ce que j'ai appris en réfléchissant sur les autres problèmes, c'est que, comme en toute matière, l'administration de la justice manque d'un pouvoir populaire. Un pouvoir populaire pour juger, comme les assises. Alors, je vous disais qu'il y a 2 formes qui existent dans le pays. Il y a les contraventions et les délits qui sont jugés par des juges professionnels, et puis il y a les crimes qui sont jugés par des simples citoyens tirés au sort. Ça s'appelle la cour d'assises. Donc, dans une cour d'assises, c'est aujourd'hui que ça marche, ça marche comme ça aujourd'hui. Une cour d'assises, dans une cour d'assises, donc il s'agit des crimes, donc des comportements les plus graves. Pour les comportements les plus graves, on passe devant non pas des juges professionnels, mais devant des citoyens tirés au sort. Alors, il n'y a pas que des citoyens tirés au sort, il y a un juge professionnel qui les accompagne. Il vote, je crois, comme les autres. Je ne crois pas qu'il ait une voix déterminante. Il faudrait vérifier ça. Et en fait, il a une influence énorme sur ce que font les jurés. Donc, les jurys, c'est le groupe, et les jurés, c'est chacun des membres du groupe qui juge. Et
il faut qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait un juge professionnel au milieu? On peut se poser la question autrement, est-ce qu'il faut qu'il y ait un juge professionnel qui vote en même temps qu'eux, qui juge en même temps qu'eux? Est-ce que ça pourrait être comme un consultant, quelqu'un qui donne son avis, mais ce n'est pas lui qui décide? Il y a un professionnel, il y a un expert, mais vous savez qu'en démocratie, il ne faut pas que ce soit les experts qui décident. On a besoin des experts, c'est important ça, on a besoin des experts, mais ce n'est pas les experts qui décident. Donc, il faut qu'on se pose une question, il faut qu'on réponde à la question, est-ce qu'on met un professionnel et quel pouvoir on lui donne? À mon avis, il faudrait bien réfléchir à ce que les citoyens ne soient pas trop influencés par le professionnel. Il faut qu'ils l'écoutent, il ne faut pas qu'ils se sentent liés. Et d'autre part, et qu'est-ce qu'on fait pour les contraventions et les délits? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir comme les jurés d'assises, mais pour toutes les infractions? On aurait des juges populaires qui ne seraient jamais seuls, hein. C'est des jurés qui font partie d'un jury, donc ils peuvent être 10, peuvent être 20, peuvent être plus si vous voulez. Et ils sont tirés au sort. Pourquoi est-ce que toute la justice ne marcherait pas comme ça? Vous vous souvenez, il y a une époque, je ne sais plus si c'était Sarkozy ou un des salauds au pouvoir, avait décidé et mis en chantier la disparition des cours d'assises, pour qu'il n'y ait plus que des juges professionnels. Et dans les juges professionnels, il y a des tas de circonstances dramatiques dans lesquelles on voit que les juges sont partiaux. C'est une justice de classe. Et c'est une injustice totale et on n'y peut rien. Nous autres, la population, ne pouvons rien contre cette justice de classe. Il y a une guerre des classes qui passe par les juges. Je peux vous donner un exemple de juge de classe. Vous savez qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de droit du travail. Et donc, il y avait entre les employeurs, les propriétaires des moyens de production et les travailleurs, il y avait un énorme déséquilibre. Les travailleurs n'avaient aucun pouvoir et les propriétaires de l'entreprise avaient tous les pouvoirs. Et pour rétablir un peu l'équilibre, pour permettre aux travailleurs de se défendre, même pas, c'était encore très déséquilibré, hein, mais on leur a permis des syndicats et on leur a permis de faire grève. Vous savez que le droit de grève est constitutionnel parce que c'est une donnée de l'équilibre. On force l'équilibre entre les faibles et les forts en donnant une force aux faibles. Le droit de grève, vous connaissez. Et au 19e, ou même au 20e, hein, les syndicats et les travailleurs ont trouvé une astuce géniale pour faire la grève, parce que c'est très dur pour les salariés de faire grève, hein, parce qu'on perd beaucoup d'argent, et par définition, on est pauvre, alors que les riches, par définition, sont riches et ils ont les moyens d'attendre, comme dit Lordon. La particularité dans la situation de la grève, c'est que les riches ont les moyens d'attendre, pendant que nous, on crève de faim parce qu'on n'a plus de salaire. Et les salariés, les travailleurs, avaient trouvé un moyen super, qui s'appelait la grève de la pince. C'est l'époque où il y avait dans les transports en commun, il y avait des tickets, et quand on perforait le ticket avec une pince, le ticket ne valait plus rien. Donc, quand on passait le contrôle, en fait, il y avait un contrôleur qui faisait que le service était payant. Et ils se sont aperçus, les travailleurs, qu'il suffisait que ce soit eux qui fassent la grève, donc les poinçonneurs, vous savez, une chanson de Gainsbourg, le poinçonneur des lilas. Le poinçonneur des lilas, c'est le gars qui fait des trous chez les petits trous. En fait, toute sa journée, il fait des trous, mais en fait, il fait rentrer l'argent dans les caisses de l'employeur. Et si lui fait grève, les autres travaillent. C'est terrible pour l'employeur, parce que l'employeur, il faut qu'il rende le service, mais l'argent ne rentre plus, et il n'y en a qu'un qui mérite de ne pas être payé, puisqu'il n'y en a qu'un qui fait grève, et c'est pas impopulaire, puisqu'en fait, ça rend les transports gratuits, c'est très populaire. Donc, ce sont des grévistes qui se mettent la population avec eux, qui ne s'épuisent pas. En fait, l'ensemble des travailleurs qui font marcher les trains, les métros, et tous les véhicules publics,
l'ensemble des travailleurs continuent à faire travailler parce qu'ils savent que ça épuise l'employeur et les actionnaires, et puis on aide, on donne de l'argent, on se cotise pour payer, pour que ce ne soit pas que le poinçonneur qui subisse le coût de la grève, mais on l'aide. Et donc, en fait, on supporte beaucoup mieux la grève parce que c'est beaucoup moins ruineux. Et donc, ça, c'est. Et là, le patron est porté à trouver vite une solution au conflit social. C'est un très bon moyen de faire grève. Vous savez ce qu'ont fait les juges de l'époque avec la grève de la pince? Ils l'ont déqualifié. Et ils ont dit, ça, c'est pas la grève, c'est de la triche, c'est une faute grave, et donc le gars peut être viré. Le poinçonneur, là, il peut être viré. Normalement, quand tu fais grève, tu ne peux pas être viré pour faire grève. Tu es protégé par la Constitution, c'est un droit constitutionnel. Mais là, non, parce qu'il y a des juges qui ont dit non, ça, c'est pas la grève. Évidemment que c'est la grève. On n'est pas obligé de la faire connement, la grève, on peut la faire intelligemment. Et là, c'est un juge de classe qui nous martyrise, en fait. Vous comprenez ça? Donc, le fait que les juges soient professionnels, qui sortent d'une grande école, qui est peut-être l'école la plus difficile du pays, en tout cas, on dit souvent que c'est une des grandes écoles, l'école de la magistrature, c'est une des écoles les plus difficiles du pays. Et ces gens-là, en fait, c'est très souvent des gens qui sont issus de la classe dominante. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas les virer quand on n'est pas content. Et en fait, une fois qu'ils y sont, ils sont à vie. Là, je suis en train de lister des problèmes qui vont nous aider à instituer la justice autrement. C'est ça qui est Alors, intéressant, c'est presque un préliminaire oui, à bien sûr. justement l'atelier constituant lui-même, c'est de Ah oui, oui, oui. définir les principes, de définir les mots, Et qu'est-ce de qu'on veut? voir ce qu'on met derrière, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne veut plus, surtout aussi. Absolument. Mais normalement, il faut faire ça sur chaque article, hein, sur chaque problème. Ouais. Et d'ailleurs, le choix.org/GPT, il attend ça de vous. Hein. Il attend de vous quelle est la problématique sociétale qui vous pose problème et que vous voulez régler avec la Constitution. Et il vous demande pas de venir avec un article. Hein. Il vous demande de venir avec comment on fait pour que les juges puissent plus être corrompus. Vous pouvez poser un problème comme ça à choix.org/GPT. Hein, comme il est alimenté par plusieurs constitutions d'origine citoyenne, vous allez voir qu'il va avoir des suggestions qui ne sont pas les suggestions que vous trouvez habituellement avec Google. Vous allez voir que c'est très spectaculaire comme aide, ce que vous allez trouver. Hein. C'est une intelligence artificielle, mais quand même drivée par des humains qui ont beaucoup réfléchi à la Constitution. Elle est beaucoup moins conformiste que n'importe quel prof de droit public ou n'importe quel constitutionnaliste, qui sont tous extrêmement conservateurs. Là, vous allez voir, le choix.org/GPT, il n'est pas conservateur. Ou s'il l'est, vous allez pouvoir lui poser d'autres questions en disant, mais attends, sois plus révolutionnaire, change plus les choses, là, parce que là, ça va continuer. Donc, c'est une vraie conversation que vous allez pouvoir avec lui. Mais continuons sur notre état des lieux et sur le cahier des charges, en fait, qu'on va vouloir mettre dans ces articles. Il me semble qu'il faudrait comme dans les autres domaines de la Constitution, il faudrait qu'on institue un pouvoir populaire. Je vais même vous dire où j'en suis aujourd'hui. Je me dis Montesquieu a parlé de la séparation des pouvoirs avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Législatif écrit et vote les lois. Exécutif ne fait qu'exécuter les lois, mais donc il a le contrôle de la force armée, de la police à l'intérieur, de l'armée à l'extérieur, et ça va lui servir à faire appliquer les lois de force. Donc, l'exécutif, il ne faut surtout pas qu'il écrive les lois. Donc, il faudra supprimer le pouvoir réglementaire. Tous les décrets, les arrêtés, tout ça, il faut supprimer ce truc-là, hein, les ordonnances, tout ça, il faut supprimer. Hein, parce que c'est l'exécutif qui est en train de devenir législateur, là. Parce que ça nous a échappé, il n'y avait pas de constitution, et l'exécutif s'est autonomisé, il s'est mis à écrire le droit, il s'est mis à écrire les lois. Bon, il les a appelés règlements, parce que c'est le nom qu'on donne aux lois quand la source, c'est le gouvernement, mais ça ne va pas du tout. Il faudra supprimer le pouvoir réglementaire, très certainement. Hein. Bon, en tout cas, Montesquieu avait pensé le pouvoir législatif, le pouvoir
exécutif, exécuter les lois sans pouvoir les écrire, et puis le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges, pour appliquer au cas par cas dans les différents, donc les disputes entre les particuliers, entre les individus, les familles, les entreprises. Donc c'est le juge qui applique la loi. Et Montesquieu avait oublié le pouvoir médiatique, parce que la télé n'existait pas à l'époque, donc il n'avait pas vu venir le problème. Même les journaux n'existaient pas à l'époque. Ça existait en Angleterre, mais je ne suis pas sûr que Montesquieu ait été au courant que les journaux existaient. Donc, il ne pouvait pas savoir que les riches allaient s'approprier le moyen d'informer la population, et donc le moyen, en fait, de mentir toute la journée à la population et de lui mettre la tête à l'envers. Donc, il ne pouvait pas prévoir ça, donc il n'a pas prévu le pouvoir médiatique, mais nous, on le prévoit. Et puis, le pouvoir bancaire, le pouvoir monétaire, là aussi, Montesquieu n'avait pas prévu ce pouvoir-là, mais c'est aussi important que les autres. Hein. C'est même peut-être plus important. Enfin, en tout cas, tout ça, on est dans le très important, pouvoir de créer la monnaie. Mais moi, là où j'en suis aujourd'hui, je prétends qu'il nous manque un pouvoir populaire. Notre cause commune, c'est que nous n'avons pas de pouvoir populaire pour nous défendre contre l'injustice. Notre cause commune, c'est qu'il faut que nous apprenions, notre cause commune, c'est d'apprendre ensemble, nous entraîner à écrire nous-mêmes la puissance politique qui nous manque pour faire respecter la justice, la prospérité et la paix. Et en fait, partout, je mets du pouvoir populaire. Et je me demandais si ce n'était pas une bonne idée de dire, au début de la Constitution, nous autres citoyens, là, 2025, 2026, disons que c'est l'année prochaine, nous décidons qu'il n'y a qu'un pouvoir, et c'est le pouvoir populaire. Je te coupe, excuse-moi Étienne, parce qu'en fait, Eric, il ne voit pas mes commentaires, je pense. Et en fait, j'écris au fur et à mesure, et là, les gens ne le voient pas. Donc, si Eric, tu m'entends, si tu peux montrer le document, s'il te plaît. Pardon, Étienne. Je t'en prie, pas de problème. Moi, ça me permet de penser aux prochaines phrases. Merci, Eric. Merci, Eric, d'être là derrière. C'est comme un ange gardien, c'est super. Imaginez qu'au lieu d'avoir 5 pouvoirs, et là-dedans, on essaye d'en rajouter quoi, un 6e qui serait le pouvoir populaire et qui trancherait dans les litiges entre les pouvoirs. Est-ce que ce n'est pas plus malin de prévoir au début de la Constitution un pouvoir qui est le pouvoir populaire, et en dessous, on ne les appelle pas pouvoir, on les appelle fonctions. La fonction législative, où il ne s'agit pas du tout de voter les lois. Hein. Ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. On ne leur donne pas le pouvoir de faire ça. On leur donne on leur donne la mission de nous préparer les lois. Donc, on l'appelle fonction législative. C'est nous préparer les lois, nous les présenter, organiser le débat entre ceux des parlementaires qui sont pour, ceux qui sont contre, pour éclairer, nous, notre opinion, nous qui allons voter, nous les citoyens, nous le peuple. Il y a la fonction législative, il y a la fonction exécutive, la police et l'armée, dont on parlera peut-être un autre jour, Lise, mais là aussi, il faut qu'il y ait de la population à l'intérieur. Hein. Dans l'armée, ils ont supprimé le service militaire, mais c'est pas bien. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui le souhaitaient parce qu'ils ne voulaient pas faire leur service militaire, mais en fait, c'est super important que l'armée ne soit pas une armée de métier, ne soit pas toujours les mêmes, comme les juges sont toujours les mêmes. C'est vachement bien que le plus gros des troupes armées soit le peuple en armes. Et ça tourne avec une rotation, tirée au sort ou par rotation. C'est-à-dire que tous les 5 ans, tu vas faire 1 mois dans l'armée et 1 mois dans la police, par exemple. On aurait beaucoup moins à craindre des forces armées si, au lieu qu'elles soient professionnelles et finalement distinguées de nous et nous considérer, nous le peuple, comme un tiers extérieur, si au lieu de ça, en fait, l'armée et la police, c'était le peuple en armes, avec quelques cadres spécialistes, professionnels, qui nous guident, qui nous apprennent le maniement des armes, qui nous apprennent à ne pas faire de conneries, quoi, hein, et puis qui ont une vision stratégique pour faire la guerre, par exemple. Bon, il peut y avoir des cadres, bien sûr, qui seront professionnels, mais le fait que le gros des troupes, police et armée, soit, je sors des juges, hein, mais c'est un peu la même logique, hein, puisqu'il s'agit de nous protéger contre les pouvoirs, contre les abus de pouvoir. Donc, dire qu'il y a une fonction exécutive, mais qu'en fait, elle est confiée très largement par tirage au sort aux simples citoyens, tirage au sort ou rotation chronologique, c'est-à-dire que les Suisses, en fait, ils font leur service militaire toute leur vie. Ils ont leurs armes à la maison, tous les Suisses sont armés jusqu'aux dents,
je ne sais pas si vous savez ça, mais les Suisses sont armés, évidemment, et ça pose aucun problème. Comme ils ne prennent pas de psychotropes, ils ne prennent pas, comme les Américains, ces médicaments contre la dépression qui facilitent le passage à l'acte et qui favorisent les poussées suicidaires et qui font que des gens qui sont complètement dingues, ils deviennent vraiment des fous furieux à cause des médicaments, et ils se mettent à se servir de leurs armes pour tirer partout, et les médias instrumentalisent ces faits divers en disant, vous voyez, c'est parce qu'ils sont armés qu'ils sont dangereux, mais c'est pas vrai du tout. C'est les médicaments, les psychotropes qui sont dangereux. C'est pas les armes. Regardez, les Suisses sont armés, ils ont leurs armes de guerre à la maison, et il n'y a pas de tuerie. Par contre, ils sont prêts à se défendre en cas d'abus de pouvoir, en cas de guerre, ils sont prêts à défendre leur pays. Et eux, ils font leur service militaire toute leur vie, et on pourrait faire un service policier, on pourrait faire les deux. C'est-à-dire que les forces armées, nous déciderions, là je fais un pré-atelier constituant sur les forces armées, mais c'est assez proche des juges, hein, tu sais, ça marche ensemble, la justice, la police. Et oui, tout à fait. Il est possible qu'on les règle ensemble, hein, qu'on fasse aujourd'hui peut-être le cahier des charges, parce que Eric nous disait tout à l'heure qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais alors, donc, tu as compris l'idée, on établirait un pouvoir populaire et des fonctions, comme ça se voit que ce n'est pas eux qui ont le vrai pouvoir, ce n'est pas eux le souverain. Ce n'est pas le législatif qui est souverain, il fait que préparer les lois, il ne les vote pas. Ce n'est pas les forces armées qui sont souverains parce qu'ils font qu'exécuter ce que le peuple a dit qu'il fallait faire. Les juges, ce n'est pas eux le souverain parce que c'est la fonction judiciaire, mais là aussi, on va mettre des tirés au sort, comme dans les cours d'assises. À mon avis, on va écrire des juges collégiaux, donc ils sont plusieurs, et ils sont tirés au sort. C'est le peuple. On mettra peut-être un expert au milieu, mais l'expert n'aura pas de voix prépondérante, et à mon avis, il ne faut pas qu'il ait de voix du tout. Il faut qu'il puisse leur parler, leur dire qu'il n'est pas content parce qu'il ne faudrait pas faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Il faut qu'il puisse le dire, l'expert, dire ce qui ne va pas, à son avis. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait peut-être 2 ou 3 experts, d'ailleurs, parce que les 2 ou 3 experts vont peut-être se contredire et vont atténuer. Peut-être pas 3, mais 2. Mais là aussi, tu vois, on va mettre de la population dans les jurés, dans les jurys, dans les juges. Et puis, ce serait une fonction médiatique. Journaliste, ce ne serait pas un pouvoir, ce serait une fonction. On va les appeler les sentinelles du peuple et on va les aider, on va les payer pour qu'ils ne manquent pas d'argent et on veut qu'ils soient pluralistes, on veut qu'il y en ait de tous les bords, de gauche, de droite, et on va interdire que les riches les achètent. Parce qu'on veut qu'ils restent indépendants. Peut-être on en fera des scopes ouvrières. Je vais en parler bientôt avec Amélie Ismaili, qui est formidable, une journaliste formidable que vous connaissez sûrement. Et peut-être qu'on en fera ensemble, Lise, si tu veux, parce qu'il faudra plusieurs ateliers constituants. En fait, vous avez vu, je prépare rien, et donc c'est jamais exactement la même chose. Et donc ça va être bien, même si ça va être bien qu'avec chaque média, avec Toxin, avec Idriss, avec Alexis Poulain, avec Olivier Berruyer, ce serait bien qu'on fasse des ateliers constituants sur la presse, sur les médias, parce que petit à petit, d'abord on va donner l'exemple et ça va pousser les gens à y réfléchir enfin, et puis vous allez voir que nos idées vont s'assembler, se rapprocher, et on va finalement trouver les meilleures solutions. Et la fonction monétaire, ce ne serait pas un pouvoir monétaire, ce serait la fonction monétaire de créer de l'argent quand il y a du chômage et supprimer de l'argent quand il y a de l'inflation. On refera une émission sur la monnaie, mais il ne faut pas que ce soit les banquiers privés qui créent la monnaie, évidemment, et encore moins les banques centrales appropriées, les banques centrales mises hors contrôle, comme la Banque centrale européenne, qui est une scélératesse. C'est une abomination. C'est inacceptable. La Banque centrale européenne, et encore plus la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est le saint du saint, quoi. Hein, c'est comment ça s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux, l'incarnation du mal, là, c'est Mordor, c'est ça? Gollum. Gollum. Comment tu dis? Gollum. Le Gollum, c'est l'espèce de petit monstre, mais ce qu'il y a en haut de. Ah oui, en oui. haut il y a Solon ou Sauron, je ne sais plus. Sauron peut-être, non? Ouais, Sauron, je crois. Oui. L'incarnation du diable sur Terre, à mon avis, c'est la BRI, hein, la Banque des règlements internationaux, qui est un État dans l'État, enfin qui est en fait, c'est la. À mon avis, c'est le système de l'élection depuis 200 ans a poussé les pouvoirs et les richesses à se concentrer en toute matière jusqu'à atteindre
ce lieu supérieur de pouvoir. Alors, il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est un point important dont il faudra arriver à se désengager, hein. Bien sûr, il faudra sortir de l'Union européenne, donc de la BCE, mais il faudrait arriver à faire comme font les BRICS, hein. À mon avis, je n'ai pas creusé ça. Il faudrait demander à Jacques Sapir ou à quelques spécialistes de la Russie. Est-ce que la Russie a réussi à s'émanciper de la BRI? Ils se sont émancipés du SWIFT, du système SWIFT des paiements interbanques occidentaux. Les sanctions, les soi-disant sanctions, en fait, leur ont permis de s'envoler et de devenir indépendants, en tout cas pour une part. Je ne suis pas sûr qu'ils soient indépendants de la BRI. Il faudrait que j'en parle à Jacques. Bref, J'en sais rien du tout. revenons au juge. Qu'est-ce que tu dis de cette idée? Alors là, je vous rappelle que nous donnons tous les deux, bon, je parle trop, ce serait bien que tu parles à ton tour tout à l'heure, Lise, mais nous donnons le spectacle de deux simples citoyens qui réfléchissent à leur constitution comme vous qui nous écoutez, vous devriez faire. Je ne sais pas si vous sentez ce que je voudrais faire en faisant ça. Je voudrais vous donner l'exemple. Alors, je vous donne des pistes parce que j'ai beaucoup réfléchi, donc peut-être ça va vous faire gagner du temps sur certains trucs, mais vous, si ça se trouve, c'est vous qui allez trouver ce qui nous manque, ce qui me manque, ce que je n'ai pas encore trouvé, hein. C'est vous qui allez trouver quand vous allez vous mettre à réfléchir comme moi. Moi, je suis un vieux bonhomme, vous êtes tout jeune, vous avez la pêche, vous allez avoir de l'imagination. Moi, vous savez, j'ai un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Se libérer du connu, d'un gars incroyable, qui n'est pas du tout dans ce que je fais d'habitude, qui s'appelle Krishnamurti, une espèce de sage indien. Et quand ce gars parle, c'est un cerveau, ça pense, hein, ça aide à penser. Et il a écrit un bouquin étonnant, contre-intuitif pour moi, qui apprend tant, qui fait tant d'efforts pour en savoir de plus en plus. Et ce bouquin s'appelle Se libérer du connu. En fait, ce qu'il explique en gros, mais je vais mal le dire, il faut que vous écoutiez Krishnamurti lui-même, hein, mais en fait, le connu, à chaque fois qu'on apprend des choses, elles sont comme une cage qui nous empêche de nous envoler pour découvrir ce qu'on a raté, en fait. En comprenant quelque chose, on ne se rend pas compte qu'il y a plein d'autres choses qui sont à côté et qu'on aurait pu découvrir si on n'était pas tombé dans ce piège du connu. L'illusion, on croit qu'on connaît, et ça fait comme une cage pour apprendre vite le reste. C'est tout à fait intéressant. Et donc, vous qui êtes tout jeune, qui n'avez pas encore ce savoir qu'on accumule quand on vieillit, peut-être c'est vous qui allez trouver la bonne idée qui nous manque pour établir une justice durable. Donc, on va donner l'exemple tous les deux là d'une réflexion, d'une discussion à deux, où on essaie de noter en même temps ce qu'on dit, mais peut-être que vous allez, quand vous allez faire la même discussion avec vos copains, vos copines, vos voisins, vos cousins, quand vous allez faire la même chose de votre côté, vous allez peut-être trouver des idées géniales, et ce serait gentil de me prévenir d'ailleurs, si vous voulez bien. Alors, oui, bien sûr, mais en fait, le but, c'est parce qu'il y a plusieurs... Il y a une personne qui mettait là en commentaire, ce serait bien d'avoir une trame pour savoir un petit peu par où partir, enfin de quoi partir. Si vous allez encore une fois sur le site d'Étienne, vous avez plein de pistes. Là, l'idée ce soir, c'était de vous montrer qu'en partant d'une idée globale, en tout cas moi que j'ai, et d'une valeur que j'ai, comment on peut la rendre et la mettre dans notre constitution, comment l'écrire et la garantir. Et on peut partir, en fait, je ne sais pas, Étienne, si tu partages ma réflexion, mais pour t'avoir écouté, et on en a déjà discuté aussi ensemble plusieurs fois, en fait, on peut partir soit effectivement d'un idéal, soit de ce qu'on ne veut plus, surtout plus, ou pas d'ailleurs, pour l'avenir, ou prendre, comme tu le proposes aussi dans le bouquin que tu as écrit, prendre les articles de la Constitution déjà existante de 1958 et mettre à côté, enfin, tu as laissé un espace aussi pour, en face, ce que tu montrais tout à l'heure, oui, alors, pour mettre en face, réécrire en fait avec nos propres mots et comment garantir ce principe-là. Ouais. Absolument. Donc, il y a plusieurs manières en fait de travailler. Je montre ce bouquin comme exemple. Là, sur les pages de gauche, il y a l'anticonstitution de 58. Sur toutes les pages de gauche, c'est l'anticonstitution de 58. Et là, en fait, il y a tout à changer parce qu'en fait, le peuple est nulle part là. Et sur les pages de droite, là, ça va vous donner des pistes parce que
c'est pas la Constitution de 58, c'est la Constitution du plan C. C'est celle qu'on a écrite ensemble depuis 20 ans sur mon blog. Et donc, il y manque des choses. Moi, j'ai encore beaucoup travaillé depuis En fait, le livre est sorti en 2019. Donc, ça fait 6 ans. Et depuis 6 ans, j'ai énormément travaillé sur mon chantier, que j'appelle une constitution d'origine citoyenne. Et donc, il faudrait le réactualiser. Mais déjà, il y avait plein de choses, vous allez voir. Là, vous allez trouver le peuple partout, sur les pages de droite dans le bouquin. Vous allez trouver regardez, transferts de souveraineté. Les transferts de souveraineté sont sous contrôle direct des citoyens. Transfert de souveraineté, c'est par exemple en 2008, quand Sarkozy a fait voter par voie parlementaire l'intégration de la France dans l'Union européenne que nous venions 2 ans avant de refuser par voie référendaire. Donc, quand il nous a violés, il a transféré la souveraineté qui ne lui appartenait pas. C'est comme un locataire qui vendrait l'appartement qu'il loue. C'est complètement fou, quoi. C'est indigne, c'est de l'abus de pouvoir absolu, mais comme il n'y a pas de conseil constitutionnel, c'est une bande de vieux brigands qui sont les amis des bandits, donc c'est des malfaiteurs comme les autres. Conseil d'État, pareil. Donc tous ces gens-là protègent les pouvoirs au lieu de les limiter, de les contrôler. Donc on n'a pas de constitution. Vraiment, quand je dis ça, je n'exagère pas du tout. Nous n'avons pas. Les banquiers, eux, ont une constitution. C'est la constitution de 58. Mais nous, on n'en a pas. On n'a pas de constitution. Et donc, dans une vraie constitution, on écrirait, par exemple, transfert de souveraineté. Les transferts de souveraineté sont sous contrôle direct des citoyens. 2 points. Aucun parlementaire, aucun ministre, aucun juge ne peut disposer de la souveraineté nationale. Et j'avais d'abord écrit sans référendum, mais même avec référendum. Non, on ne fait pas ça. On ne transfère pas la souveraineté au niveau international, même avec un référendum, parce qu'ils sont capables de nous mettre la tête à l'envers et nous conduire à voter pour, et après ça, on ne peut plus s'en dépêtrer une fois qu'on s'aperçoit du piège dans lequel on s'est jeté. Donc, pour ceux qui me demandaient où est-ce qu'on trouve des sujets d'études, alors Lise dit, oui, on peut prendre l'anticonstitution, comme on fait avec Marc de Nexus, comme on a fait tout à l'heure. Pour l'instant, on prend l'anticonstitution, on explique en quoi c'est une saloperie. Donc, article par article, on y passe un moment et on explique en quoi c'est vraiment pourri, quoi. Et en fait, il faut changer et on écrit autre chose à la place. C'est une façon de faire. Mais il y en a une autre, c'est de prendre une vraie constitution, donc c'est celle du plan C. Et là, vous allez voir, là aussi, je vous invite là aussi à écrire. Vous pouvez barrer, vous pouvez rajouter des choses. Et puis, si vous manquez de place, bien sûr, vous prenez d'autres feuilles de papier, évidemment. Mais il y a une invitation à travailler sur une liste de sujets qui sont des sujets essentiels. Et puis, vous pouvez aussi prendre une feuille blanche et partir de l'idéal, comme tu disais. C'est bien de faire comme ça, de dire, ouais, moi, je voudrais une justice incorruptible. Je voudrais qu'elle soit rapide, qu'on en évite le cœur net, quoi, qu'on n'attende pas 10 ans pour avoir le procès terminé. Ça, c'est vraiment pas de la justice, en fait. Je voudrais qu'elle aille vite. Et vous voyez, vous dites, je voudrais que le peuple en fasse partie. Et je voudrais que les juges soient contrôlés, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les juges puissent abuser. Ce qui serait bien, c'est que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Oui, et là, je l'écris c'est de la prose, je ne suis pas encore dans la rédaction des articles. Et ensuite, on va transformer ça en article. Mais c'est vrai que prendre des choses comme on l'a fait depuis tout à l'heure, en partant des grands principes et surtout du cauchemar dont on veut sortir, parce que tu dis soit partir d'un idéal, soit partir du cauchemar à éviter, c'est-à-dire de la situation actuelle. Mais j'ai noté à faire liste des thèmes à traiter, qui soit peut-être plus compacte qu'une constitution, où j'ai juste les thèmes, quoi. Je dis les juges, 2 points, qui sont les juges, combien ils sont, quel pouvoir on leur donne, combien de degrés de juridiction, est-ce qu'on accepte l'idée de jurisprudence ou pas? Ça va paraître bizarre pour les juristes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il va remettre en cause la jurisprudence? Ben oui. Il y a dans les grands principes qu'on retrouve dans le Code civil, dans le Code pénal, il y a je ne vais pas. Mais ça dépend. Non, la politique, c'est pas l'art de nous empêcher de nous s'occuper de nos affaires. Non. Ça, c'est quand on a renoncé au processus constituant. Mais si on est constituant, vous allez voir, la politique, c'est l'art de décider ensemble de notre destin. Ça dépend de vous. Si vous renoncez au processus constituant, si vous laissez écrire les règles par les politiciens, les professionnels de la politique, oui, à ce moment-là, la politique, c'est l'art de nous tromper et de tout décider à notre place contre nos intérêts en nous faisant croire que ce sont des bienfaiteurs. Mais ça, c'est
un cas possible, c'est pas la politique. Hein. La politique, il y a un sens noble à la politique. Hein. Moi, ce que je fais depuis 20 ans, je considère que c'est de la politique au sens noble. Je réfléchis à l'émancipation de toute la société auquel j'appartiens, c'est-à-dire de la société humaine, pas seulement de la France, toute la Terre. Police, Et donc, je noble, disais, je parlais de la jurisprudence. Et je ne sais pas si je vais arriver à le trouver parce que c'est. Voilà, si j'ai trouvé assez rapidement. Il y a un grand principe du droit qui est, je ne sais plus si c'est dans le code pénal ou dans le code civil, ou dans la Déclaration des droits de l'homme, il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. Je répète doucement. Il est défendu aux juges de prononcer, d'exprimer les jugements par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes, ça veut dire sur les conflits qui nous sont soumis. C'est-à-dire que tu vois arriver un conflit entre deux voisins, mais c'est autre chose ça. Il n'y a pas besoin de dissoudre le CRIF. Si vous supprimez l'élection, vous changez le tirage au sort, le CRIF n'a plus accès au pouvoir. Ni le CRIF, ni les mafias, ni aucune société secrète, ni les sociétés secrètes des riches. En fait, pour venir à bout des voleurs de pouvoir, que sont les sociétés secrètes et les riches, il faut pas prendre les sociétés secrètes les unes après les autres, parce qu'elles se reconstitueront. Les humains font des sociétés secrètes. Il faut juste leur couper la roue du pouvoir. La roue du pouvoir, c'est l'élection. Et nous l'adorons. L'école républicaine nous apprend à adorer cette procédure de merde. Il ne faut pas dire merde, d'accord, mais il faudrait que je trouve un mot plus sale encore. Cette diablerie de procédure, quelle élection. L'élection donne le pouvoir aux riches et aux mafias et aux pires d'entre nous. Et donc, vous voulez vous débarrasser de telle ou telle société secrète, réfléchissez au tirage au sort. C'est la procédure qui va, défendue par les citoyens qui se préoccupent du fait qu'il y ait un tirage au sort vrai, honnête. Alors ça, il faut que ce soit sous notre contrôle. Un tirage au sort tout seul, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait des soldats démocratiques. C'est nous, ça. Il faut qu'il y ait des soldats démocratiques pour faire appliquer un vrai tirage au sort. Et donc, il m'a fait ouvrir une parenthèse. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'était sur la jurisprudence. Pourquoi pas remettre en question, effectivement, la jurisprudence. Mais oui, parce que on interdit à un juge de dire, dans cette occurrence-là, dans ce conflit, je juge qu'on ne peut pas mettre les arbres à moins de 2 mètres des clôtures, et ce sera comme ça pour tout le monde. Maintenant, je dispose par voie de disposition générale. Je deviens le législateur. Et ça, c'est interdit. Dans l'ordre politique, on a séparé les pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui statue de façon générale, et ensuite, ce sont les juges qui appliquent au cas par cas, mais sans statuer de façon générale. Or, la jurisprudence, c'est quoi? C'est la cour qui est au-dessus, qu'on appelle la cour de cassation, qui n'est ni le premier degré, la première fois qu'on juge, ni le deuxième degré, l'appel, c'est-à-dire la deuxième fois qu'on juge les faits, c'est le degré au-dessus, enfin, c'est pas un degré, c'est le niveau au-dessus où encore un juge a à statuer, mais il statue juste sur l'application du droit. Il regarde, est-ce qu'on a appliqué le droit? Et s'il trouve qu'on n'a pas appliqué le droit, il casse le jugement d'appel et il renvoie devant une autre cour d'appel. Mais quand il fait ça, il interprète la loi. Et il interprète la loi en forçant les prochains juges à l'interpréter comme lui. Et donc la jurisprudence enfreint ce principe, ce grand principe de séparation des pouvoirs. En fait, la Cour de cassation s'érige en législateur en donnant une interprétation unique de la loi. Alors, ça a un sens, hein, il y a une raison pour ça. On dit, et on peut l'entendre, hein, ça sert à créer une sécurité juridique, une stabilité de l'interprétation. Nous autres, les justiciables, ceux qui un jour pourront être traînés devant la justice ou pourront faire appel au service de la justice, le fait qu'il y ait une seule interprétation de la loi, ça nous clarifie les idées. On sait que c'est toujours interprété de la même manière. Oui, mais quand vous faites ça, vous
vous ouvrez la porte au gouvernement des juges, et que les juges deviennent des législateurs. Alors, c'est un chantier pour moi, mais je crois que c'est un sujet populaire, ça se discute. Et c'est un sujet, tout ce qui est dans la Constitution, je sais que les juristes, les profs de droit public, les profs de droit constitutionnel, praticiens du droit, vont me dire, ils vont me maltraiter en me disant, mais Chouard, il connaît rien, c'est pas son métier, la Constitution c'est un métier, et il n'y a que les experts qui puissent opiner, donner leur opinion, et c'est nous, voilà. Moi, je suis prof de droit constitutionnel, disent-ils, et je sais mieux que Chouard et quiconque autre ce qu'il faut mettre dans la Constitution, ce qu'on peut y mettre. Et bien, je conteste ça, voilà. Je conteste cet argument d'autorité. Je considère que ces gens, sûrement armés de bonnes intentions, bon, mais en même temps, ils sont jugés partis. Ils sont en train de dire, je suis le seul à pouvoir décider. Hein. Donc, ils s'attribuent, ils sont autoproclamés. Mais ce que je dis, c'est que la Constitution n'est pas un texte juridique, c'est tellement haut que ça nous appartient à nous tous, c'est politique, et qu'il n'est pas question de se laisser intimider par des experts qui vont nous dire comment on écrit les règles de notre représentation. Je passe ma vie à me battre contre les experts qui veulent décider à notre place des règles de notre représentation. On m'humilie quand on m'impose une forme de représentation à laquelle je n'ai pas réfléchi et à laquelle je n'ai pas consenti. Donc, je conteste aux juristes. Il ne faut pas qu'ils le prennent mal, hein. Ce n'est pas une question de personne, c'est je revendique le droit citoyen de constituer. C'est vrai, merci de me donner de la place, et puis c'est vrai que tu as fait un interlocuteur de qualité, mais je parle trop. Non, c'est OK, Étienne, je te remercie vraiment pour tous ces partages, et c'est là qu'on voit aussi en faisant. Alors, j'avais déjà réfléchi à plusieurs questions et plusieurs choses en amont, hein, déjà, mais là, en direct, en plus, on voit que c'est plus compliqué que Et simplement se poser, parce que ça c'est bien, demande tu vois, sur par tous rapport les. à... Excuse-moi, je ne peux pas me retenir de Non, non, t'interrompre. Pardon, je suis vraiment mal poli, pardon. pas de souci, non, non. Et je voulais dire, c'est intéressant parce que ça nous met justement, moi je trouve, enfin j'adore parce que j'ai l'impression de revenir à mes ateliers que je faisais de philo, et que je fais encore, hein, auprès d'enfants et auprès d'autres personnes adultes dans les centres sociaux. Et je trouve ça hyper intéressant de se poser justement autour d'un sujet. Le dernier sujet qu'on a abordé, c'était faisons le procès de la vieillesse. Et la vieillesse, la mort, etc. Enfin, toutes ces choses-là, je préfère partir plutôt que de l'existant et corriger en fait, mais c'est mon choix et c'est une démonstration d'une autre approche, hein. Je préfère partir d'un idéal, peut-être d'une idée, voilà, que je me fais, comme je te disais au téléphone et comme on a Et regardé puis, on un va peu ce voir soir. ensuite comment on y arrive. Hein. Et puis après, resserrer effectivement, mais ça demandera qu'on se revoie si tu es d'accord et qu'on Volontiers. continue cet exercice-là Oui, bien sûr, bien sûr. pour La semaine montrer aussi prochaine, la semaine comment on peut d'après. réfléchir et construire la pensée. Tout à fait. Et moi, je peux d'autant mieux jouer ce jeu-là que, comme je te disais tout à l'heure, sur les juges, je n'ai pas d'article tout prêt. Et donc, ça tombe bien pour donner l'exemple de comment on fait pour écrire un article. On commence par partir des problèmes. Donc, des juges, je vois un juge qui vend sa fille sur Internet pour la proposer à des pédocriminels, quoi. Hein. On peine à y croire, c'est tellement loin de nous. C'est un truc de fou. Et on voit que ce gars-là n'est pas puni. Il est blâmé, à peine. Ah oui, non, mais c'est Donc on complètement. voit que les juges ne sont pas contrôlés du tout. Ils n'ont pas contrôlé du tout, en fait. Et ça fait longtemps, c'était déjà comme ça dans l'Ancien Régime. Et vous avez un pouvoir qui a peur de rien. S'il n'est pas contrôlé, il n'est pas puni, il a peur de rien. C'est extrêmement dangereux. Là, Macron, en ce moment, et sa clique, ils sont super dangereux. Hein. Ils ont peur de rien. Ils sont en train de marcher sur l'état de droit. Ils sont en train de piétiner les libertés les unes après les autres. Il n'y a pas de constitution. Et de toute façon, il n'y a pas de conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, c'est une bande de gredins qui sont des complices de ce salaud et de sa bande. Ils font partie de la bande de malfaiteurs. Donc, nous n'avons pas de constitution. Il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a que nous. Et nous sommes mal entraînés. Hein. L'élection nous a désappris à faire de la politique. Elle nous a complètement déresponsabilisés. On a appris que voter et élire, c'est la même chose. Et on a appris que quand on élisait, on faisait notre devoir. Ça suffisait. On pouvait retourner à nos affaires. On n'avait plus besoin de s'occuper du bien commun. Juste, on désigne le maître. On désigne notre maître.
et on nous a appris que c'était le maximum qu'on pouvait faire. Donc on nous a désappris à penser le bien commun, à penser la Constitution évidemment, mais à penser même le bien commun, penser les lois. C'est vrai que je vais finir bientôt encore, c'est pareil. On nous a, et donc ayant désappris à faire de la politique, à nous occuper du bien commun, on est désemparé devant ces injustices impunies, cruelles. Et j'étais en train de dire que dans l'Ancien Régime, les juges étaient déjà hors contrôle. C'est Marion Sigaud qui en parle très bien. Elle débute que ça, c'est vraiment un chantier, elle est la seule à l'avoir fait comme ça, je crois. Et évidemment, elle va être traitée d'extrême droite par les chiens de garde du système de domination parlementaire, mais moi aussi je suis très d'extrême droite, c'est une fantaisie, je suis démocrate ultra radical, enfin, c'est fantasque de me dire que je suis d'extrême droite alors que je suis contre toutes les formes de domination, et je réfléchis très concrètement, très pragmatiquement, très efficacement contre toutes les formes de domination, et surtout capitaliste, évidemment. Je vais me débarrasser de la domination de la classe des travailleurs par la classe des profiteurs, de la classe oisive. Je vais m'en débarrasser grâce au tirage au sort et au processus constituant populaire. Donc moi, je suis radicalement contre toutes les formes de domination et donc de tyrannie et donc de fascisme, évidemment. Donc me traiter de crypto-fasciste, c'est fantasque. C'est fantasque. On fait pareil avec Marion Sigaud, qui écrit des choses remarquables sur l'histoire. Hein. Parce qu'en fait, je suis en train de vous dire que quand les juges, et je reviens à notre sujet, quand les juges n'ont rien à craindre, comme tous les pouvoirs, ils sont extrêmement dangereux pour les autres. Puisqu'ils n'ont rien à craindre, ils vont abuser du pouvoir. Et ils vont abuser comment? D'abord, ils vont s'en mettre plein les fouilles en termes d'argent. Et puis, quand il y aura des conflits avec d'autres, ils vont les gagner tout le temps. Et puis, quand il y aura des maisons à acheter, ils les prendront. Des maisons, des bonnes affaires, ils les prendront. Et puis, quand il y a des faibles à opprimer, à dominer, ils les domineront, ils les opprimeront. Et vous croyez qu'ils ne vont pas faire ça en matière sexuelle avec les enfants? Bien sûr qu'ils vont faire la même chose avec les enfants. C'est dans leur pulsion, hein. Ils en ont envie, ils en ont besoin, et rien ne les arrête. Ils vont le faire. Et c'est pas d'hier, hein. C'est pas juste actuellement, hein. Ce que Marion soulignait, ce que Marion a découvert en travaillant sur les archives de l'hôpital général, c'est comme ça que ça s'appelait l'hôpital, mais c'était pas du tout un hôpital, c'est pas là qu'on soignait les gens, c'est là qu'on enfermait les miséreux, les pauvres, on les enfermait parce qu'ensuite on s'en servait comme réservoir de chair fraîche sexuelle pour précisément les juges. J'ai reçu plusieurs fois Marion Sigaud justement à ces sujets. Tout à fait utile et décisif pour comprendre sur le long terme en fait. Et alors comment on fait pour se débarrasser de ce fléau? Mais c'est le même fléau que pour tous les pouvoirs, hein. Il n'y a pas de raison d'en vouloir plus aux juges qu'aux autres. Hein. Simplement, les pouvoirs qui n'ont rien à craindre sont très dangereux. Alors, comment on peut faire pour contrôler les juges, mais en même temps les laisser bosser? Il faut qu'ils bossent. On attend d'eux quelque chose. On attend d'eux qu'ils rendent la justice, c'est-à-dire qu'ils exercent sur nous un pouvoir. On a besoin de ce pouvoir. Et pourtant, c'est comme tout. Dans la Constitution, on aura toujours cette difficulté-là. On a besoin de pouvoir, on a besoin d'instituer des pouvoirs, et en même temps, ces pouvoirs sont dangereux, il va falloir qu'on les limite. Mais qu'on ne les limite pas trop, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent bosser. Donc, en matière de justice, comment on va faire? Il me semble qu'une bonne piste, c'est que ce ne soit pas toujours la même. C'est que quand tu es juge, tu ne sois pas juge toute ta vie. Quand tu es policier, tu ne sois pas policier toute ta vie. Quand tu es militaire, tu n'es pas militaire toute ta vie. Quand tu es journaliste, tu n'es pas journaliste toute ta vie. Alors, peut-être tu pourras être journaliste toute ta vie, ou policier toute ta vie, ou militaire toute ta vie, ou juge toute ta vie, mais à ce moment-là, ce n'est pas toi qui vas décider. Tu vas devenir un expert, tu vas devenir un très très bon dans ta matière, mais ce n'est pas toi qui vas décider. C'est très important en démocratie qu'on comprenne le danger des experts. Et rendez-vous compte où on en est rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les experts qui sont en train de prendre tout le contrôle de tout. En fait, c'est toujours les 200 familles qu'il y a derrière, mais qui ont corrompu les experts les plus beaux parleurs, ceux qui ont les meilleures situations, ce qu'on appelle les mandarins en médecine, les dominants, donc ceux qui sont
ceux qui sont les plus riches en fait, hein, ont pris le contrôle des experts qui comptent, c'est-à-dire des experts qui servent de référence à tous les autres, et puis ensuite, ils utilisent de l'argument d'autorité. Et comme on n'a pas pris l'habitude de se méfier des experts, on a oublié qu'à Athènes, les experts étaient très importants, évidemment, mais ils étaient esclaves. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui votaient les lois. Les experts sur la monnaie, c'était les experts de la monnaie à Athènes qui étaient capables de repérer la fausse et la vraie monnaie, la bonne monnaie. C'est ces gens-là qui étaient des acteurs importants de la prospérité d'Athènes. C'est super important. Les experts sont importants. Évidemment, je ne suis pas anti-expert, je ne suis pas con. Enfin, quand même, évidemment, personne n'est anti-expert. Mais par contre, il faut savoir, nous devrions apprendre à nos enfants, et c'est pareil pour la justice, hein, je ne suis pas hors sujet, hein, nous devrions apprendre à nos enfants à nous méfier des experts, à leur montrer qu'on en a besoin, on a même besoin d'avoir, si possible, des experts contraires, opposés, pas d'accord, et la mise en scène de leur conflit va être extrêmement pédagogique pour nous, pour faire monter notre niveau à nous, qui ne sommes pas experts. On ne va pas devenir experts, mais on va acquérir un niveau qui va devenir suffisant pour opiner. Mais nous devrions apprendre à nos enfants que toutes les sociétés pacifiées ont fait attention aux experts pour ne pas leur donner de pouvoir. On va les écouter, on a besoin de leur savoir, mais on ne veut pas de leur pouvoir. Or, tous ces gens, des experts par construction, ont tendance, et on le comprend, hein, c'est pas leur faute, juste, ça va pas se passer comme ils veulent. Mais devenant experts, les gens en travaillant sur un sujet, donc les juristes par exemple, qui deviennent des grands savants de la loi, les militaires qui deviennent des grands savants de la guerre, les policiers qui deviennent des grands savants du maintien de l'ordre et du maintien de la paix intérieure, etc. Donc les experts en médecine qui deviennent hyper savants sur telle molécule ou sur telle procédure, telle façon de faire. Ces gens-là, en même temps qu'ils deviennent experts, ils voient les autres dont le niveau baisse. En fait, ils se voient les plus armés pour décider, puisqu'ils sont plus savants que les autres. Et donc, ça leur paraît légitime. Quelqu'un comme Jancovici est comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup Jancovici. J'écoute pratiquement toutes ses conférences. Ce type-là est un expert qui m'intéresse beaucoup. Mais je le vois qui est en train de dire on ne devrait pas laisser parler tel et tel et tel. En fait, on devrait nous laisser décider, nous les experts. Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, mais ça se voit tout le temps dans sa façon d'être. Je le dis sans malveillance, hein. J'aime beaucoup ce type. Et c'est très infantilisant aussi. Mais c'est normal, si tu veux. C'est normal que c'est normal que de son point de vue, il ait envie de décider parce qu'il se sent plus savant que les autres. C'est normal. Mais il y a des experts qui ne pensent pas comme lui. Et alors, lequel va décider? Lui ou l'expert qui est son opposant, celui avec qui il n'est pas d'accord? Lequel va décider? Bien malin qui le dira, parce qu'en fait, ils ont des querelles d'experts. Et puis, l'expert, il est expert dans son domaine, mais il ne connaît rien à ma vie de citoyen. Et nos vies de citoyens, nous sommes les seuls à les connaître, et nous sommes les seuls légitimes, parce que c'est ça qu'on postule dans la démocratie. Quand on réfléchit à la démocratie, on commence par un postulat, on part sur l'idée que, OK, on sait qu'on n'est pas égaux en force physique. Oui, il y en a qui sont costauds, il y en a qui sont des malingres. D'accord. On sait qu'on n'a pas la même intelligence. Il y en a qui sont vraiment rapides, d'autres qui sont plutôt lents, il y en a qui sont très imaginatifs, d'autres qui sont très conformistes, il y en a qui sont rebelles, on a toutes sortes d'intelligences. Mais il y en a qui sont vraiment plus malins que d'autres, on le sait. On sait qu'on n'a pas la même richesse. On sait qu'on n'a pas la même adresse. Donc on sait qu'on est très inégaux en savoir et en force. Mais pour éviter l'esclavage et toutes les formes de domination et d'arbitraire, on décide que politiquement nous sommes égaux et que nous allons décider ensemble, nous allons discuter ensemble, on ne va pas se battre, on va discuter, on va organiser une agora, c'est-à-dire un endroit où on discute, on parle, on se parle, on rapproche des points de vue, on voit qu'on n'est pas d'accord, mais on essaye de
pour ne pas nous entretuer, on va se disputer oralement avec Lise et Goria, le droit de parole pour tous, à tout propos, à tout moment, ça c'est la liberté d'expression. On veut que les opinions dissidentes, même minimes, c'est-à-dire des minorités, il faut qu'elles puissent contredire la majorité sans perdre la vie. C'était ça le sens de l'Iségoria à Athènes, parce qu'avant Athènes, avant la démocratie athénienne, quand tu étais en désaccord avec la doxa, tu laissais ta peau, hein, tu mourais. L'Iségoria, c'est le droit de parole sans perdre la vie. Et donc, on décide que on va écouter les experts, on va mettre en scène les conflits entre les experts, on va écouter les conférences du oui, les conférences du non, les disputations, les disputes, les controverses entre les partisans du oui et les partisans du non. Pendant tout ce temps où on écoute dans l'Ecclésia, c'est l'endroit où on se réunit mais on écoute et on ne parle pas. Hein. Il y avait des esclaves à l'époque, c'est des esclaves, mais ça pourrait être un autre système, mais il y avait des gens qui passaient dans les rangs pour faire sortir les bavards. S'il y en a qui bavardent, dehors. On veut une assemblée concentrée. Ils étaient 6000 et ils parlaient en bas, là-bas, c'est loin, hein, sans micro, et on entendait très bien parce que tout le monde se taisait. Et donc, on écoute les controverses, notre niveau monte, et à la fin, c'est nous qui votons, c'est nous qui décidons, pas les experts. Il faudrait que j'ai un débat loyal, bienveillant, hein, avec Jean-Marc Jancovici, s'il veut bien. Je ne sais pas s'il sera d'accord, mais sur le plan politique de ce qu'il dit, il y a quelque chose qui cloche, qui me dérange beaucoup quand il dit il y a un moment, il ne faudra plus que ce soit démocratique, il va falloir qu'on tranche, et je voudrais lui rendre sensible le danger de sa proposition. On était parti des abus de pouvoir et du fait que ce n'est pas les experts qui décident. Et donc, sur les juges, nous allons avoir affaire, quand on va écrire, nous, notre constitution, vous allez avoir des profs de droit constitutionnel, des profs de droit public, vous allez avoir des juges, des avocats, tous les juristes, tous les gens dont le droit et le métier qui vont nous tomber sur le rable en nous traitant d'imposteurs, d'usurpateurs, d'incompétents, de démagogues, de toutes sortes de noms d'oiseaux, sans rentrer dans le cœur du débat. Ce que je dis est politique, c'est pas technique. Je dis que la Constitution n'est pas un objet technique, parce que je veux pas qu'il soit approprié par des experts qui nous voleraient le droit d'écrire nous-mêmes les règles de notre propre représentation. Ce geste constituant, il est politique, il n'est pas juridique. Et donc, ce n'est pas des experts, fussent-ils capés, c'est-à-dire très gradés, très expérimentés, ce n'est pas des experts, fussent-ils les meilleurs, qui sont légitimes à écrire les règles de ma représentation. Je dis ma, mais vous comprenez, je me mets en personnage conceptuel du citoyen constituant qui refuse de se laisser dominer par l'expertise. Et donc les juges, je serais d'avis de les déprofessionnaliser. Je pose ça, j'en suis là dans mon chantier, je n'ai pas encore écrit d'article, mais je vois bien que la piste d'article qui va bien aller, c'est que le jugement amateur, actuel, qui marche déjà bien, comme dirait Bernard Friot, il y a un déjà là, et qu'il faut agrandir. Le déjà là, c'est les cours d'assises. Friot, à propos de la sécurité sociale et du statut de la fonction publique, qui nous montre qu'on pourra organiser toute la société comme ça. Il dit, il y a un déjà là qu'on est en train de se faire bouffer parce que nous renonçons, bon, il y a tout le travail de Friot qui est magnifique, mais il dit, on devrait mieux comprendre l'intérêt du déjà là pour ensuite le généraliser dans tous les cas où on en a besoin. Parce que tu vas voir que ce qu'on va décider pour le juge, très probablement, ça va nous servir pour les journalistes. Parce qu'on veut qu'ils soient indépendants et on veut qu'ils soient responsables en même temps. On veut les contrôler, on ne veut pas que ça devienne un pouvoir arbitraire, pas plus que n'importe quel autre pouvoir arbitraire. Tu vois, les médias qui se croient tout permis se mettent à saloper la réputation de quelqu'un et il y a normalement un droit de réponse, mais il est toujours bâclé. Vous avez eu 100 articles pour diffamer quelqu'un dans la presse, et puis vous allez avoir un entrefilet pour dire on s'est trompé, on l'avait calomnié, bon, sa vie est foutue, mais on regrette. Et ça va apparaître dans un entrefilet. Donc ça, c'est pas bien. Les journalistes, après avoir discrédité quelqu'un, l'avoir calomnié, diffamé,
devrait, à mon avis, rendre des comptes devant une chambre de contrôle populaire des journalistes qui peut les punir sévèrement. Tu as ruiné la vie du gars, mais tu peux plus faire ce métier. Et puis, il va t'en coûter. Et ça va vous passer, les autres, de saloper la réputation des gens sans avoir rien vérifié en vous érigeant en fait en juge. Parce que ce que font les médias quand ils salopent quelqu'un, souvent c'est des gens humbles, hein, ce qu'ils font, c'est ils rendent la justice. Alors qu'ils ne sont pas contrôlés pour ça, et en fait ils sont irresponsables dans tous les sens du terme, y compris dans les abus de pouvoir. Donc il faudra qu'on fasse attention à qui contrôle les juges, et là je vous glisse l'idée que j'utilise pour tous les pouvoirs. Donc pour les juges, je pense qu'on fera pareil. À chaque fois que j'ai un pouvoir, je prévois la chambre de contrôle populaire donc la chambre de contrôle populaire des policiers, la chambre de contrôle populaire des militaires, la chambre de contrôle populaire du président, si on garde un président, la chambre de contrôle populaire des parlementaires, même s'ils n'ont pas le droit de voter les lois, mais même s'ils nous les préparent, il faudra quand même les contrôler. Et bon, ils risqueront pas grand-chose. Hein. S'ils votent pas les lois qui font que nous les présenter, nous les préparer, bon, s'ils ont été corrompus, s'ils ont travaillé avec l'industrie, si en fait c'était toute une bande tirée au sort qui se sont fait circonvenir, tromper vers la corruption, on les punira, mais il y aura moins de risques. Hein. Avec l'organisation d'une vraie démocratie, je pense qu'on aura moins de risques. Aujourd'hui, avec l'élection, c'est effrayant. Il y a la corruption partout, les abus de pouvoir partout, les crimes. Hein, la crise Covid, c'est un énorme crime contre l'humanité. Hein, c'est un énorme oui. crime. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, ça va recommencer. Là, on est en train de me demander de porter les masques pour aller voir ma mère. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'on résiste. Enfin, en tout cas. Les juges... Oui, je suis désolée, il va falloir... Bout, là. Oh là, oui, on a dépassé Eric, le petit warning. Il fait plein de signes en disant... Il doit partir, et oui. Bon. Du coup, on a beaucoup dépassé, mais il faudra qu'on se redonne rendez-vous, Étienne. Est-ce qu'on peut mettre sur un tiens, super. Coucou, pardon, il y a Eric Loridan aussi. Super. C'est marrant, bonjour Eric. Il tient bien. Hein. Bon. Approche-toi, okay. Oui, mais après, je suis trop grand. C'est pas grave. Tu as écouté ce qu'il se disait, Eric, ou juste à peine? Lequel? Non, toi, c'est Eric Loridan. Oui, je suis arrivé en cours d'émission, mais j'ai beaucoup écouté. Il faudrait qu'on fasse si tu veux, on fera un atelier constituant sur les institutions de la santé. Oh là, oui. Ah, tiens. Pareil, j'en ai pas énormément, j'ai des pistes dans mon chantier. Ce serait bien que tu aies ton propre chantier, et puis qu'on donne l'exemple, tu vois, toujours pareil, qu'on donne l'exemple de qu'est-ce que devraient faire les citoyens au lieu de discutailler des sujets législatifs et des lois scélérates, qui gardent une place de leur cerveau pour l'activité constituante, c'est-à-dire l'évasion de la prison politique. Et donc, l'exemple de la crise Covid, et puis des scandales qui ont précédé quand même, parce que ce n'est pas le premier scandale, mais il est monstrueux, il est vraiment, vraiment puissance 10, mais les scandales, il y en avait plein. À partir de ces scandales, ce serait vraiment bien de réfléchir à une bonne organisation, de bonnes institutions qui interdisent à l'industrie de corrompre les autorités de santé, les sociétés savantes, les publications, la recherche, les médecins eux-mêmes, et puis tous les soignants, avec les ordres. Bref, il faudrait qu'on... Il y a plein de choses à démanteler depuis absolument, à démanteler et remanteler. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse comme on a fait avec Lise ce soir, une première émission où on fait une espèce d'état des lieux de toutes les saloperies et de l'idéal, qu'est-ce qu'on cherche. Puis les quelques grandes pistes, ça va sûrement être des chambres de contrôle populaire qui vont nous servir. Hein. Mais ça va être bien, ça. Moi, j'aimerais bien faire ça avec toi. Ce serait une très bonne idée, Génial. Bon, merci infiniment, en tout cas. Merci, Étienne. Merci à toi, Lise. Merci à toi, Eric. Étienne, je suis désolé, mais on avait rendez-vous à 21h30, on a un peu de retard. C'est la raison pour laquelle on est obligé de raccourcir un peu cette émission, et ça m'embête vraiment parce que c'est passionnant. Et consultant, ça peut durer 3 ou 4 heures, hein, sans être emmerdant du tout. Hein. Voilà, j'ai vu que tu as fait 2 heures chez Marc Daoud. Là, tu vois, on n'est pas loin de 2 heures. La semaine dernière, 4h30.
Bon, ben, alors il va falloir que tu reviennes. Voilà, Il va falloir que tu ça marche, reviennes. Obligé. OK. ça marche, Merci. super. Je vous laisse Salut à tous. conclure. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Merci Étienne. Merci Éric Loridan aussi. Gros bisous. Gros bisous à Éric. Et Étienne, on se recontacte pour une prochaine avec Avec grand plaisir. plaisir pour continuer ces réflexions. Merci infiniment encore d'avoir répondu présent pour ce soir. Et bon Salut, repos un petit peu. c'est moi au Quand plaisir. même. Ciao. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit et un peu le même sujet. On va parler politique encore, mais la police au sens noble du terme. Police, la vie de la cité. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.